Bonjour, nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui face à nos lecteurs trois très grands connaisseurs de l'affaire Grégory, que je vais vous présenter en quelques mots. François Saint-Pierre, avocat spécialiste en droit pénal au barreau de Lyon, qui a notamment défendu Maurice Agnelet dans l'affaire du casino Roule à Nice, ce qu'on a appelé l'affaire Agnès Leroux, qui a défendu Michel Noir, qui a défendu encore récemment des magistrats poursuivis pour faute disciplinaire. Voilà. Patricia Touranchot, qui a été pendant près de 30 ans chef du police service justice à Libération, qu'on ne présente plus, qui a fait plusieurs livres sur le 36 quai des Orfèvres, sur Guy Georges, sur Le Grêlé, et un livre en 2018 sur l'affaire Grégory. Voilà. Patricia est aussi co-scénariste ou scénariste de plusieurs séries, et c'est elle qui était co-scénariste notamment de la série Netflix qui est sortie il y a 2 ans, qui est ce que les connaisseurs appellent tout simplement le documentaire le plus abouti qui ait jamais été fait sur cette affaire. Oui. Thibaut Solano. En tout cas, ça a relancé l'intérêt de toute une génération pour cette affaire de façon très très nette. Et puis effectivement, les jeunes, ils ont vu, voilà. Ils ont découvert. Ouais. Thibaut Solano aussi, directeur adjoint de la rédaction au journal Marianne, passionné de faits divers, qui a sorti un premier livre en 2016 sur les disparus de Perpignan, la gare de Perpignan, et qui a sorti un autre livre en 2018 très remarqué aussi, qui s'appelait La Voix rauque, et qui connaît très très bien l'affaire. Avec voilà. La Voix rauque, il y avait une particularité sur La Voix rauque, c'est que c'est le seul livre qui s'intéresse et puis à l'avant assassinat de Grégory. Parfait, saine lecture, quoi. Donc il s'intéresse à toute la jeunesse des Villemain, Laroche et Jacobs, qui paradoxalement n'avaient jamais été faits, en tout cas de façon aussi creusée et un peu déconnectée du crime, quoi. Je m'appelle Guillaume, j'ai 46 ans. Pas très important, mais depuis mes 6-7 ans, je suis fasciné par cette histoire, parce que j'ai souvenir, je parle ça en préambule, d'un portrait robot dans un journal en 84-85. Et depuis ce jour, alors évidemment plutôt depuis l'adolescence, mais je me suis intéressé à cette histoire. Et ma première question, qui va être effectivement générale, c'est: est-ce qu'on peut considérer l'affaire Grégory comme la plus grande histoire criminelle élucidée ou non élucidée en France, et même peut-être la plus extraordinaire histoire judiciaire? Patricia, qui veut répondre peut-être Moi, je pense que c'est la fait plus... beaucoup d'affaires. Pardon. Non, mais c'est la plus extraordinaire à mon sens. Elle est inégalable. On a l'histoire du Corbeau, on a un petit territoire des Vosges, c'est un mouchoir de poche, le territoire sur lequel ça se passe. Ça se passe au sein d'une famille, élargie certes avec à peu près 70 personnes, mais quand même. Et un enfant jeté à l'eau comme ça, ce qui a fait aussi... ce qui a rendu l'affaire extraordinaire, c'est que c'est la première fois qu'on avait aussi la photo d'un enfant, le photographe qu'il a pris avec le pompier qui le porte, etc. La lettre. La lettre de revendication du crime, donc où tout est dedans, le mobile, la haine, la vengeance, l'argent, tout est dans cette lettre en fait, et qu'on ne trouve pas, alors que ça paraissait simple. Et puis une dimension aussi qui est dingue, moi je trouve, c'est que la justice chaotique, avec les errances du petit juge Lambert, qui connaissait mal la procédure pénale, fait qu'à un moment donné, les soupçons se retournent contre la propre mère de Grégory, qui est montrée du doigt, qui devient la sorcière, la méchante maman. Alors, non seulement elle a perdu son fils, mais en plus... Elle fait la une des journaux tout le temps, et qu'il lui a fallu quand même, elle se retrouve en prison alors qu'elle est enceinte d'un autre enfant. Et puis après, il lui faut combien d'années, 7-8 ans, avant de bénéficier d'un non-lieu et qu'il n'y ait plus de charge contre elle. Donc tout ça fait que cette affaire, effectivement, est extraordinaire. Et je pense que la presse a joué un rôle essentiel. Attention, je n'incrimine pas la presse. Il est absolument essentiel que dans une société démocratique, la presse, elle rende compte d'une enquête sur un tel crime. Oui. C'est évident. Mais là, il s'est produit quelque chose d'assez extraordinaire, un emballement, une passion. Et je crois que c'est le livre de Laurence Lacour, oui. Le bûcher des innocents, qui en rend le mieux compte. Oui. Et je pense notamment aux étudiants en journalisme qui sont là,
que c'est vraiment une question d'étude, d'interrogation sur le sens du métier de journaliste, les règles déontologiques du métier de journaliste. Parce que je pense qu'en termes de volume d'information, alors là, Patricia, c'est certain, cette affaire aura battu tous les records, si je puis m'exprimer de cette façon-là. Et ça continue. Et c'est normal, parce que ça pose vraiment une question de société. On est aux 40 ans du crime, n'est-ce pas? Certains disent, mais au bout de 40 ans, laissons tomber. Moi, je dis que ça nous interroge tous. Est-ce qu'on peut laisser sans réponse l'assassinat d'un gosse de 4 ans? Eh bien, certainement pas. Et la justice dit, on continue. Tant que la loi le permet, elle le permet. Et surtout parce qu'on a l'espoir d'une solution grâce aux technologies d'enquête, à la volonté des experts judiciaires, de la gendarmerie et des magistrats. Et des avocats. Et pour vous, à titre personnel, en quoi elle est différente des autres affaires que vous avez pu avoir? Et une deuxième question, qu'est-ce que vous pensez du rôle joué par vos prédécesseurs dans l'affaire, puisque vous avez été embarqué sur la fin, et notamment du premier avocat des Villemains? Alors, écoutez, elle est neutre. Hein. Moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier maintenant, hein. Mais j'ai fait la connaissance de Jean-Marie et Christine Villemin il y a 8 ans. Bon. Et c'est mon cher ami Thierry Moser, qui a été l'un des avocats historiques, qui m'a demandé de rejoindre l'équipe de défense, parce qu'il pensait qu'à un moment donné, il allait prendre sa retraite. Les années passent. Et c'est ainsi que nous faisons équipe avec Marie-Christine Chastan-Morand, qui elle aussi est là depuis le début, oui. Et puis Katia Gabriel, qui a été ma collaboratrice pendant 10 ans. C'est très important de travailler en équipe, parce qu'on peut se passionner, s'emballer, se fausser le jugement. Et quand nous, on travaille en équipe, c'est justement que les uns regardent les autres travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment très important. Donc, on travaille de cette façon-là. Votre question, c'est en quoi est-ce que l'affaire est différente des autres? Pour vous, sur les 40 ans. J'ai vécu plusieurs affaires criminelles en défense, en partie civile, qui m'ont particulièrement humainement marqué. Il est certain que le drame de Jean-Marie et Christine Villemin est l'un des plus poignants. Et je peux vous dire que je me souviens aujourd'hui, comme si c'était hier, de la première fois que j'ai rencontré Christine et Jean-Marie Villemin, et notamment du regard de Christine. Et elle a subi ce qu'il y a de pire comme injustice, n'est-ce pas? Être accusée du propre meurtre, du meurtre de son propre enfant, par un juge qui la met en prison, par certains médias, par une écrivaine, Duras, qui se permet de dire forcément coupable, mais c'est absolument terrible. Alors, votre question aussi, c'est quel regard sur les avocats qui sont intervenus? Début, oui, parce que le rôle des avocats, l'affaire a complètement modifié le rôle des avocats. Ou est-ce que... C'est vrai. Écoutez... Et de celui qui vous a précédé... au tout début, Henri René Garreau, oui, qui a eu un rôle clé dans la... Moi, j'ai connu Henri René Garreau, qui était un homme charmant, très cultivé, confraternel, comme on dit chez nous, qui avait une orientation sociale, politique, dont il ne se cachait pas, puisqu'il défendait à l'époque une association qui s'appelait Légitime Défense. C'est sa liberté. Nous sommes au barreau, on est pour le pluralisme. Hein. Donc moi, c'est très différent, n'empêche qu'on pouvait se rencontrer. Il militait pour le retour de la peine de mort. Et il... s'est consacré comme avocat à la défense de Christine et Jean-Marie Villemin. Mais sans compter, à un certain âge déjà, avec Marie-Christine Chastan-Morand, avec Thierry Moser, qui était dans la région. Il a été critiqué, non pas du tout pour les actes professionnels qu'il a accomplis, c'était un excellent avocat, mais parce qu'il entretenait une relation avec les journalistes. Et bien entendu, cette affaire, j'en parlais de la presse, a marqué dans l'histoire judiciaire parce qu'il y a une très grande proximité. D'abord, une très grande pression des journalistes, mais ça c'est normal. Une très grande proximité avec le juge d'instruction, avec tous les avocats. Et je pense que la leçon qu'il faut tirer de cela, c'est que même si nous avons des conversations ensemble, chacun sa fonction. Et il faut rester indépendants les uns des autres et ne pas mélanger ses regards. Voilà. Donc ça, c'est une leçon que l'on tire après cela. Mais
méfions-nous beaucoup quand on parle d'anciennes affaires des anachronismes. Hein. C'est-à-dire qu'on juge le passé avec le regard d'aujourd'hui. Et ma foi, à l'époque, c'est ainsi que ça s'est produit. Aujourd'hui, ce serait tout à fait différent, bien entendu, et dans les affaires actuelles, c'est différent. Je voudrais ajouter encore un mot, c'est qu'à l'époque, le secret de l'instruction était considéré comme un absolu. Bon, il faut quand même bien comprendre que dans une société comme la nôtre, la présomption d'innocence est essentielle, mais le secret de l'instruction, c'est utilitaire. Ça doit protéger l'enquête quand c'est nécessaire. On ne va pas aller prévenir quelqu'un qu'on va venir perquisitionner chez lui, par exemple. Mais ça ne dure qu'un temps. Le problème, c'est qu'avoir imposé le secret de l'instruction comme un dogme absolu, ben ça a fait que la presse n'avait pas d'autre moyen de se renseigner que d'aller investiguer par elle-même de cette façon-là. Aujourd'hui, les choses, elles sont différentes parce que les procureurs ont, de par la loi, la possibilité de renseigner la presse. Et puis, il est aussi jugé que les avocats peuvent le faire, mais à bon escient. Et je crois que notre rencontre aujourd'hui, elle est vraiment très importante pour les 40 ans du crime, 40 ans d'enquête, faire le point de façon publique face à vous qui, comme un jury de cour d'assises, hein, vous représentez la société. Voilà. Ça fait très longtemps qu'un procureur ne s'est pas exprimé dans l'affaire Grégory. Alors, je le regrette. Écoutez, là-dessus, soyons bien clairs. Le dernier qui l'a fait, depuis 2017. Hein. Il peut mordu les doigts, hein, puisqu'il a été attaqué, surattaqué. Je sais. J'ai participé à plusieurs réunions sur le thème justice et médias. Hein. Et les journalistes de la presse judiciaire, notamment, disent que les procureurs ont des pratiques très différentes. Les uns communiquent beaucoup, tout à fait. et d'autres pas du tout. Et donc, ça crée des déséquilibres et on ne sait pas trop... Bon. Là, aujourd'hui, nous sommes à la cour d'appel de Dijon, hein, qui fait office de juge d'instruction. Et c'est donc le procureur général de Dijon, M. Astruc, qui vient d'être nommé. On verra quelle sera sa pratique. Moi, ce que je souhaite, c'est que la société, nous tous, vous tous, eh bien, soyez informés des éléments, des nouveautés, des avancées qui sont importantes. On ne peut pas rester dans l'incertitude, dans l'inconnu comme ça. Donc, pour répondre à toutes vos questions, eh bien, je vous dis que si nous avons une solution, par exemple, sur l'ADN de la cordelette, ou mieux, du timbre, ben, il y aura à ce moment-là, nécessairement, une conférence de presse, disons, pour que les choses soient dites avec objectivité, modération, dans le respect des droits des gens naturellement, mais pour que la société sache que la justice, elle avance. Voilà. Thibaut Solano, sur l'affaire, comment vous êtes tombé dedans et en quoi c'est une affaire hors du commun pour vous? Déjà, moi je ne connais pas d'autre affaire où un enfant a été sacrifié par jalousie et par haine de ses parents. Qu'on m'avait parlé d'une affaire à Bordeaux qui avait été solutionnée pour le coup, mais j'ai jamais réussi à en retrouver la trace. On connaît des affaires où le père qui se sépare de la mère tue l'enfant pour se venger et inversement, mais où on a un mobile qui semble basé sur la jalousie et la haine personnelle, j'en connais pas d'autres. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse de près au dossier et qu'on cherche à la fois l'origine de la haine et l'élément déclencheur, pourquoi, si le corbeau est la même personne qui a tué l'enfant, pourquoi ce corbeau qui était en sommeil depuis de longs mois se réveille le 16 octobre 1984 ? Vous connaissez sans doute, puisque vous êtes intéressé par l'affaire, la théorie majeure qui est que les parents de Grégory avaient acheté un nouveau canapé. Je ne connais pas d'autre affaire où l'élément déclencheur, ce serait l'achat d'un nouveau canapé. Donc, quand on se penche sur le fonctionnement et même les dysfonctionnements de cette famille au sens large, on n'arrive quand même pas à trouver la clé, on n'arrive pas à être convaincu vraiment par un mobile du crime et par un élément déclencheur. Et effectivement, si je me suis, moi, intéressé à l'affaire, alors moi j'avais 1 an au moment où Grégory a été tué. C'est parce que j'avais fait un premier livre sur un autre cold case, qui n'est plus vraiment d'ailleurs aujourd'hui, Les disparus de la gare de Perpignan, aux éditions Les Arènes. Et c'est la maison d'édition en fait qui m'a incité à me pencher sur le dossier, alors que moi vraiment à l'origine... je m'étais dit, je connaissais l'affaire bien sûr, mais je m'étais dit, il y avait 17 livres déjà à ce moment-là qui étaient parus sur le sujet. Qu'est-ce que je vais raconter? Et c'est vrai que s'intéresser
au huis clos familial façon journal de bord, et justement de voir un peu, tout à l'heure j'ai utilisé une expression, c'était des fauves, mais dans un bocal, même pas dans une cage, dans un bocal, et avec une espèce de haine qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et ça, cet aspect-là me semblait intéressant. Et donc j'ai commencé à écrire dessus, enfin j'ai commencé à me plonger dans le dossier d'abord en 2015. J'ai commencé à écrire dessus en 2016. Et j'étais en train de peaufiner la fin du manuscrit en juin 2017, quand tout à coup, vraiment c'est comme ça que c'est passé, j'ai reçu un push sur mon smartphone indiquant qu'il y avait au moins 2 voire 3 gardes à vue dans l'affaire, 3 gardes à vue dans l'affaire Villemain. Je me suis dit, bon, il va falloir se dépêcher de mettre le Ça point tombe final. bien. Mais voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. C'est d'abord une suggestion qu'on m'a faite, mais c'est pas moi qui suis venu naturellement vers le dossier, pour être honnête. Nous vous écoutons. Bonjour. Ça marche. Oui, allez-y. Alors ma question portait sur la recherche des traces ADN et notamment l'évolution de la science. Dans ce que j'ai lu, alors qui est paru dans la presse et des livres que j'ai achetés, 9 ADN ont été extraits de l'ensemble des scellés. Je voudrais savoir à quel autre ADN ils ont été comparés. Est-ce que les juges divers ont fait prélever tous les membres de la famille? Et pourquoi ça n'a rien donné encore aujourd'hui, alors qu'il y a des tas de progrès qui sont faits? Peut-être Maître Saint-Pierre, puisque vous avez un accès direct au dossier, normalement. Donc, Ah. peut-être répondre à cette question. Nonobstant le secret de l'instruction. Nonobstant, bien sûr, loin de nous le fait de vouloir vous le faire violer. C'est vraiment une question essentielle. On vit depuis une dizaine, une vingtaine d'années une véritable révolution des technologies d'enquête, de la police scientifique. L'ADN, je me souviens dans les années 90, par exemple, M. Doutrepuis, qui était le grand expert et qui l'est toujours de l'ADN, courait les cours d'assises dans les procès pour expliquer comment ça fonctionnait. C'était nouveau. Ça n'a cessé de se développer. On peut résoudre des énigmes, des tombes des pharaons d'il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Pourquoi ne pourrait-on pas résoudre l'énigme du meurtre du petit Grégory? Alors, elle évolue, cette technologie. Et vraiment, M. Doutrepuis aura été le père de cette technologie d'investigation. Pour répondre très précisément à votre question, il y a un objet, un scellé, une preuve dans le dossier qui est essentielle. C'est la lettre de revendication et le timbre collé sur cette lettre qui recèle plusieurs traces d'ADN, mais qui sont mélangées et qui n'ont pas encore pu être discriminées, distinguées pour être attribuées à telle ou telle personne. Mais les experts promettent que d'ici quelques mois, quelques années, quand, en fait, on n'en sait rien, la technologie sera si fine qu'elle pourra enfin les distinguer. Et là, on sera au cœur de l'énigme. Alors, c'est une façon de vous répondre. Récemment encore, nous étions à la Cour d'appel de Dijon, qui est en charge de la procédure, pour récapituler toutes les traces d'ADN, tous les échantillons, tous les croisements qui ont pu être faits, savoir si toutes les recherches au fichier du FNAEG, qui est le fichier des empreintes génétiques, avaient été faites. Et on a pu découvrir, en faisant ce recensement du dossier, ce sont des heures et des heures de travail, et je vous dirai qui travaille cela essentiellement, on a pu déceler quelques oublis. Donc on a saisi la Cour d'appel pour que des compléments d'expertise soient faits. C'est en train d'être fait. En fait, c'est pour fermer les portes, comme on dit en langage policier, et qu'il n'y ait pas de trou, n'est-ce pas, dans cette enquête. Moi, je pense que l'ADN est vraisemblablement la technologie qui permettra de résoudre l'énigme. Comme je vous l'ai dit, quand? Je ne peux pas encore vous le dire. Il y avait une autre question sur l'ADN qui était de Frédéric, autant solder le sujet, après je te donnerai la parole, qui portait précisément sur les cordelettes. Non, ça revenait exactement à la même question. C'était, est-ce que depuis le début de l'année, on en a un petit peu parlé, si on a eu des avancées à ce sujet, justement sur le déménage des ADN qui sont un petit peu confondus, si on avait quelques pistes qui s'ouvraient, tout simplement. Comme je vous le disais, bon, il y a un secret de l'instruction, mais il est relatif en vérité.
La loi prévoit que le procureur général de Dijon a le droit et même le devoir de diffuser une information publiquement dès lors que ce serait essentiel. Bon, c'est l'article 11 du Code de procédure pénale. Soyez sûr que si nous avons des informations sur une avancée essentielle de l'enquête, et notamment sur les cordelettes, je pense qu'il sera du devoir de la justice et du procureur général ou des avocats de la partie civile que nous sommes, n'est-ce pas, de rendre alors publique cette information lorsque, un, ça ne posera pas de problème au développement de l'enquête, et deux, dans le respect des droits de la défense, de la présomption d'innocence des personnes qui pourraient être mises en cause, c'est essentiel. Vous comprenez que les vies humaines, dont nous sommes avec Marie-Christine Chastan-Moran, avec Katia Gabriel, les avocats, nous sommes déterminés à ce que la justice parvienne à la vérité. Mais nous y tenons. Ça doit être fait dans les règles de l'état de droit. Et s'il y a un procès, que ce soit un procès équitable. C'est bien clair, hein ? Thibaut Solano. Oui, je voudrais revenir sur le fameux timbre qui comporte effectivement 4 ADN masculins entremêlés. Aujourd'hui, la technique ADN, nous dit notamment le professeur d'Outremepuich qui a son laboratoire à Bordeaux, permet d'exclure des profils en les comparant, mais ne permet pas d'identifier avec certitude les profils qui sont entremêlés. Et c'est vrai que le professeur d'Outremepuich a dit, je pense que c'est à ça que vous faisiez référence notamment en début d'année, que il suffisait, enfin peut-être dans quelques mois, on aurait la validation d'un programme, d'un logiciel en fait, pour capable d'identifier ces ADN entremêlés. Et en fait, effectivement, j'avais eu le professeur d'Outremepuich avant l'été, et il a dit qu'en fait, les 2 programmes qu'il avait lancés là-dessus n'ont pas fonctionné. Ils ne sont pas assez fiables pour être validés par les autorités qui sont chargées de valider ce genre de programme. Donc, ça veut dire que ça repart. Il va falloir retester d'autres logiciels. Est-ce que c'est à l'échelle d'1 an, 2 ans, 3 ans? C'est toujours la même rengaine, en fait. C'est-à-dire la science... On n'a pas de réponse viable dans l'immédiat pour des questions de technologie. Absolument. On a besoin de temps encore. Absolument, notamment sur ce scellé très important. Et il reste à ce jour 9 ADN parfois mélangés, non identifiés, dont 2 féminins. Et certains, comme sur le timbre, sont vraiment à des endroits décisifs. Aussi à l'intérieur de la colle de l'enveloppe qui contenait la lettre de revendication du crime, donc parvenue à Jean-Marie Villemain le lendemain. Donc ce sont des endroits très intéressants. Il y a sur l'anorak de Grégory aussi au niveau du menton. Mais bon, là, je suis un peu dubitative parce que les ADN de Christine et Jean-Marie Villemain et de la nounou qui ont habillé l'enfant ce jour-là n'apparaissent pas sur les vêtements de Grégory, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a un autre ADN non identifié sur une cordelette. Et enfin, c'est quand même intéressant, c'est des endroits intéressants, c'est pas n'importe quoi, ça peut être décisif, mais par exemple, je crois sur un ADN sur le timbre ne comporte que 7 segments. Donc il y a des mélanges et il y a aussi des ADN très partiels. Et donc, normalement, on n'intègre pas dans le fichier national des empreintes génétiques des ADN qui ne comportent que 7 segments. Mais je crois que Jean-Marie Villemain l'avait demandé à l'inscription. Et pour répondre à madame tout à l'heure, pour désincriminer les pollutions, les personnes, parce que, évidemment, à l'époque, les scènes de crime, la notion n'existe même pas. La police scientifique n'existe même pas en 84, donc la scène de crime est piétinée, donc les documents sont touchés par tout le monde, les vêtements de Grégory, etc. Donc aujourd'hui, les enquêteurs, les juges, etc., pour désincriminer les gens, ont fait prélever, alors il y a plus de 400 personnes qui ont été prélevées, dont la moitié sont des gendarmes, pompiers, médecins, magistrats, greffiers, avocats, experts, qui ont pu manier les pièces à conviction. Et l'ADN des défunts a été reconstitué, en fait, à partir d'objets personnels qui leur appartenaient. Voilà. Donc, ces gens-là, en fait, à chaque fois, par exemple, il y a un ADN sur l'anorak de Grégory, on s'est aperçu récemment, qui correspondait à l'ADN du capitaine Sesma. Voilà. Mais au moins, il est désincriminé. Est-ce que tous les membres de la famille ont été prélevés? Comment? Est-ce que tous les membres de la famille ont été prélevés? Oui, ils ont été prélevés. Tous, ou leur ADN reconstitué. S'il y a 9 ADN non identifiés, ouais.
Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la base. Alors Ça voilà, veut dire qu'ils ne seront jamais dans la base. ça veut dire qu'ils ne seront jamais... Ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas aux 400 personnes. ça veut dire qu'a priori... alors attendez, il y en a qui, par exemple, Michel Villemain, il n'est pas exclu. Vous voyez, il y en a, la question reste en suspens. Peut-être, peut-être pas. Il n'est pas exclu, par exemple. Mais certains autres le sont. Donc, c'est pas un ADN complet. Quand vous dites que Michel Villemain n'était pas exclu. Parce qu'il est entremêlé, justement. il est entre... Ouais, Ok. ouais. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas exclus, mais on ne peut pas dire non plus que ce sont eux. Mais moi, j'aimerais être aussi optimiste. Non, mais peut-être que la réponse, elle va arriver par l'ADN, mais tout dépend où il est placé, parce que moi, sur la NORAC, par exemple, voilà, est-ce que la Vologne, elle n'a pas tout lavé? Est-ce que les gens qui ont touché dessus n'ont pas fait disparaître les ADN des autres? Ouais, je sais pas. Bon, j'ai une question là concernant l'ADN. Vu que c'est à peu près tout la même famille, Ouais. c'est pas votre ADN et le mien, il ne correspondra pas, ça c'est clair. Mais vu que c'est, on ne sait même pas qui c'est qui est frère là-dedans, qui c'est, on ne sait rien là-dedans, Ouais. parce qu'autant ils se mélangeaient tous entre eux. Alors je pense que c'est un peu compliqué de trouver l'ADN à Pierre, Paul, Jacques. Non. Alors, Vu que ça correspond, ça doit correspondre un peu. Tous oui, les ADN là-dedans voilà. doivent correspondre un Alors peu. ça, c'est sur l'ADN en parentèle, les recherches en parentèle, c'est Oui, mais différent. ça, avant 2000, on n'arrivait pas à dire. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un cousin, que c'est aujourd'hui. Je crois qu'on arrive Oui, à oui, faire. oui, Mais avant, oui. on n'arrivait pas. Ouais, Parce qu'on a dit, on a fait des tests de paternité avec le petit, oui, c'était bien lui le père. Oui. Mais je suis sûr qu'ils avaient pris l'ADN à quelqu'un d'autre, ça Ouais. aurait été le même. Parce qu'autant on ne savait pas les dissocier. Vous comprenez ce que je veux dire? oui. comprenez ce que je veux dire? Quand on compare avec l'ADN d'une Parce personne... que c'est la même famille. C'est, Oui, mais on a mon chacun- frère, il a Oui, mon mais ADN, si ma vous voulez- sœur. Non, il n'a pas Et votre chez ADN. eux, là. Non, non, on non, n'a non, pas, non, non, il n'a pas votre ADN. Non, non. On a, Ah non, sinon, on a le même ADN Ah oui, mais de la franchement, mère. Toute l'histoire, c'est un bordel son nom. L'histoire, mais pas l'ADN. Ouais. Non. On a, si on est frère, sœur, etc., on va avoir le même ADN de la mère, ok? L'ADN mitochondrial. On n'aura pas... Moi, j'ai pas le même ADN que ma petite sœur, et pourtant, on a les mêmes parents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une empreinte donc, digitale génétique, une empreinte génétique. On a une quoi. certitude à 100% avec l'ADN. Oui, Ouais. oui. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et les tests de paternité ont été faits sur tout le monde. Et en fait, tous les enfants appartiennent bien aux bons parents. Parce qu'il y a eu plein de rumeurs sur le... Ah oui, il y a eu des tests de paternité hein, sur le fils Laroche, sur plein d'enfants. Ils appartiennent tous. A La science priori, a c'est dit. une certitude que Grégory Villemain a pour père Jean-Marie Villemain. Ça, c'est pas une énigme, ça. A priori. Ah, je pose la question. Oui, vous avez raison. On va revenir sur l'affaire en elle-même, l'intrigue criminelle. Jean-Marc a une question sur la préméditation, sur le fait que le crime soit prémédité. Ah ouais. Bonjour. En fait, moi, ma question, c'est de savoir ce 16 octobre 1984. C'est de savoir ce 16 octobre 1984 si en fait l'enlèvement puis la mort de Grégory a été minutieusement préparé par plusieurs personnes éventuellement. Comment ont-elles communiqué entre elles le jour, ce 16 octobre, le jour de l'enlèvement et de la mort du petit Grégory, en sachant qu'à cette époque-là, on n'avait pas de portable. On ne pouvait pas communiquer facilement entre nous. Donc comment, s'il y a plusieurs personnes qui ont participé à l'enlèvement, comment ont-elles pu se fournir les Planifier la indications, chose, ouais. Planifier les choses, exactement. Et bon, après, je laisserai la parole pour la suite. Pour une question plus précise. Donc, Oui, Peut-être sur Patricia le fait Tronchot. qu'ils jouaient dehors, hein, parce que les deux sont liés. Ouais. Les deux sont liés. Voilà. Il y a Eustache aussi, qui c'est-à-dire, était intrigué par le fait qu'il y a un élément qui serait imprévisible et donc impréméditable, c'est le Voilà, fait de c'est savoir que Oui, Grégory que Grégory était jouait. à Ce jour-là, 16h40 devant la maison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce crime, il est prémédité pour moi depuis longtemps. Et ce qui le prouve, c'est que la semaine précédente, des repérages ont été effectués, notamment par Bernard Laroche, autour de chez la nounou de Grégory. Et en fait, cette semaine-là, il avait un rhume, Grégory. Donc, il n'était pas à l'école, mais il était chez la nounou. Et donc, Laroche est vu 3 fois quand même, hein, cette semaine-là. Et donc, voilà, le petit, cette semaine-là, il ne joue pas sur le tas de sable le soir parce qu'il est malade. Donc, Christine, elle va le chercher chez la nounou, elle le ramène, elle le met au chaud dans la maison.
Et il y a ce qui est un second incident déclencheur, à mon avis, qui est le dimanche 14 octobre 84, où Michel Villemain, donc le frère illettré de Jean-Marie, un peu, ils s'entendent pas très bien, il est un peu fragile Michel, puis il est très copain de Bernard Laroche, mais il aime pas Jean-Marie. Hein. Et il débarque en fait chez Jean-Marie avec Ginette, sa femme. Et là, il débarque un peu. Le prétexte, c'est ils veulent acheter d'occasion une bagnole, je sais pas quoi. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils, Jean-Marie? Mais après coup, Jean-Marie se dit non, mais attends. Et ce jour-là, effectivement, il découvre que Jean-Marie et Christine ont acheté un canapé en cuir. Et même que Michel s'assied dedans et dit faut vraiment être un chef pour pouvoir se payer ça. Donc, ça, c'est un indice. Mais peut-être qu'ils viennent aux nouvelles aussi de ce qui se passe. Voilà. Et donc ce jour-là a dû renforcer quelque chose, mais qui existait déjà avant. Et aujourd'hui, Christine et Jean-Marie ont tendance à penser que leurs propos lors de réunions de famille, notamment Christine, des propos maladroits, ont pu être mal interprétés par des gens méchants, en fait. Parce que lors d'un dimanche en famille, etc., Christine parlait avec Ginette Villemain justement de l'enfant de Bernard et Marie-Ange Laroche qui avait un petit problème, Sébastien. Donc il avait un problème de kyste au cerveau, il avait une valve, il avait un drain. Et donc, contrairement à Grégory, Sébastien n'est allé à l'école qu'à 4 ans, donc il venait de rentrer à l'école, là, parce qu'ils ont quelques jours d'écart hein, avec Grégory, le petit Sébastien et lui, Sébastien Laroche. Et donc, il venait d'entrer à l'école maternelle, Sébastien, alors que Grégory était déjà depuis un an à l'école. Et ce dimanche-là, en fait, Ginette explique à Christine que Marie-Ange a un problème parce que Sébastien, enfin, les maîtresses pourraient faire attention parce que dans la cour de récré, les autres gamins, ils font pas gaffe à Sébastien et qu'il est quand même fragile et qu'il faudrait, voilà, faudrait quand même le protéger, etc., etc. Et en fait, Christine, maladroitement, mais elle y pense après, elle dit, non, si c'est ça, enfin bon, on va pas priver tous les gamins de jouer, si c'est ça, Marie-Ange, elle a qu'à le mettre dans une école spécialisée, Sébastien. Voilà. Et ça se passe en septembre 84. Et ça, avec le recul, Christine et Jean-Marie Villemain ont tendance à penser que ça, rapporté je ne sais comment par Ginette à Marie-Ange, à Bernard et tout, a pu être très mal interprété. Et donc, il y a quelque chose qui se met en place. Et quelques jours plus tard, donc il y a les premiers repérages. Après ce dimanche 14 octobre, il y a Michel et Ginette qui viennent vraisemblablement aux nouvelles. Et ça en remet une couche. Et après, je veux dire, le lundi et le mardi, Bernard Laroche et Michel Villemain, ils passent beaucoup de temps ensemble. Le jour du crime, soi-disant, pour feuilleter un catalogue de quoi? Enfin, pendant 2 heures, il feuillette un catalogue d'achat par correspondance. Et je ne sais plus où je voulais en venir, en fait. Sur le côté prémédité voilà. du crime. Pour et sur moi, le fait c'est quelque chose de prémédité. Mais ce jour-là, peut-être le lundi, il y a un mec qui est vu aussi pas loin, à l'orée du bois, à côté de la maison de Christine et Jean-Marie, qui peut ressembler très bien à Bernard Laroche comme à Marcel Jacob. Hein, avec un fusil, il me semble. Avec un fusil posté. Voilà. Donc, on ne sait pas si le lundi, ils ont essayé. Et pourquoi le mardi? Bernard Laroche, il va passer chercher Muriel au collège. Il ne sait pas que Grégory va être dehors. Il s'en doute, puisque Grégory n'a plus son rhume et que depuis le lundi, il va à l'école et il peut jouer. Mais pourquoi il passe chercher Muriel? Pourquoi s'encombrer d'elle alors qu'il n'est pas sûr de son coup, finalement? Et bien là, l'explication, c'est que Sébastien, ce jour-là, justement à cause de son léger handicap, il ne peut pas aller à la piscine ou faire du sport avec les autres enfants. Donc, comme Bernard Laroche travaille de nuit et que Marie-Ange, elle est au boulot, eh ben c'est lui qui a Sébastien, qui l'appelle Bibiche. Et donc, s'il a Sébastien qui veut tenter le coup d'aller voir à l'éponge au cas où le petit Grégory soit dehors, ben, qu'est-ce qu'il va faire de Sébastien? Voilà, je pense que ce jour-là, par contre, il y va un peu à l'arrache, il y va un peu à l'improviste. Pour vous, il y va vraiment par hasard. Pas par hasard, mais voilà. il tente le coup une fois de plus. Ça va marcher ou ça va pas marcher? Mais après, ça déclenche quand même ça. Si c'est du hasard, ce qui est surprenant, c'est que ça déclenche derrière tout un processus.
qui va jusqu'à la mort de Grégory. On peut pas, je trouve qu'on peut pas, ça peut pas être fait par hasard. Je passe, ah il est là, je le prends. Mais après, il y a tout un déclenchement derrière. Et comment prévenir, par exemple, comment prévenir le corbeau, le coup de fil qu'il va donner à Michel. Si le coup de fil a eu lieu. En revanche, il y a un truc dont on est sûr, c'est que la lettre a été postée. Voilà, ça, effectivement. Oui, mais la lettre... J'ai l'enfant, tu peux poster le courrier. Ça peut être la même personne. Non, mais la lettre, elle est froissée. La lettre de revendication, elle est froissée. Il y a certains enquêteurs qui imaginent que cette lettre, elle est dans la poche de Bernard Laroche depuis 8 jours. Voilà. Sur la préméditation. Ouais, je pense que votre question est vraiment importante pour que l'on fasse l'effort d'imaginer comment les gens communiquaient il y a 40 ans. Parce que c'est certain qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de WhatsApp, etc. C'est une évidence. Et pourtant, les gens y communiquaient. Et même avant le téléphone, et si on remonte dans le temps, ben, les gens pouvaient se donner des rendez-vous à l'avance, se coordonner. Donc, je pense que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui que les gens ne se coordonnaient pas, n'anticipaient pas et pouvaient donc planifier des choses comme cela. Donc, pour moi, ce n'est pas un diriment, quoi. Ça n'empêche pas qu'ils se soient coordonnés. Mais comme le dit très bien Patricia Touranchot, ça a pu se faire dans différentes étapes successives et les choses se développent comme ça. Après, dans les premiers temps de l'enquête, c'est Bernard Laroche qui est ciblé comme étant l'auteur principal et de l'enlèvement et du meurtre. Pardon. Et c'est ensuite le juge Simon, dans les années 90, qui va développer intuitivement une théorie d'un complot, on va dire, où en fait Bernard Laroche est en lien avec les Jacob et ils se seront entendus antérieurement pour mettre à exécution ce plan qui pourra se dérouler d'une façon plus ou moins chaotique et hasardeuse, mais qui aboutirait ainsi. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils n'ont pas un téléphone portable pour se dire « ça y est, c'est bon, je l'ai », etc., que les choses ne peuvent pas se produire. Alors, cette théorie-là d'une action collective, il se trouve qu'ensuite, dans les années 2020, ou un petit peu avant, la gendarmerie l'a confirmé par l'utilisation du logiciel Anacrim, qui est un logiciel de traitement de texte, enfin d'indexation plus exactement de dossiers, qui permet de cartographier, de mettre en lien des correspondances que par soi-même on ne peut pas à un moment donné. C'est tellement gros comme dossier, c'est tellement volumineux que c'est très difficile humainement de pouvoir vraiment avoir une vision très analytique, très exhaustive de toutes les correspondances que l'on peut faire. Alors, ce n'est pas encore de l'intelligence artificielle, c'est de l'indexation, mais il se trouve que ce travail vraiment très minutieux que les gendarmes ont effectué a permis de corroborer l'intuition qu'avait eue le juge Simon. Moi, je dois vous dire qu'à ce moment-là, je suis déjà en défense de Jean-Marie et Christine Villima avec mes consoeurs et confrères, et j'étais parti sur un préconçu d'une action individuelle. J'avais bien lu ce qu'avait écrit le juge Simon, et d'excellents journalistes, mais je me rends compte qu'on peut articuler une accusation, n'est-ce pas, qui est d'une structure différente. Donc on voit comment on peut revisiter l'histoire encore, à la manière d'historien, mais là c'est un juge d'instruction, des enquêteurs, des experts, des avocats, des journalistes qui remplissent un rôle essentiel pour un regard extérieur, qui peuvent échafauder cette théorie-là. Après, il faut la prouver. Et ça, c'est encore autre chose, et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. J'aurais juste une question, vite fait, bien fait, là. Vite fait, bien fait. Bernard Laroche, vous avez dit que c'est lui, pas sûr à 100%. Non, pas sûr. Si M. Villemain ne l'avait pas tué, il aurait eu un non-lieu. Sa femme, elle a même touché de l'argent de l'État, donc on ne peut plus rien lui vouloir. Vous êtes avocat, non? C'est comme ça, non? C'est ça que ça se passe, non? Allez-y. Pas vite fait, bien fait. Ah, si. Non, mais, doucement, consciencieusement. Voilà. Patricia, vous vouliez répondre. Bernard Laroche a été, hélas, assassiné par Jean-Marie Villemain. Lorsqu'il est décédé, il était encore inculpé pour l'assassinat de Grégory. Oui, il n'a obtenu le non-lieu que par son décès, puisque tout décès éteint les poursuites judiciaires à l'encontre de la personne.
Mais s'il n'avait pas été tué, il n'aurait pas bénéficié d'un non-lieu. Pour moi, si Jean-Marie Villemain, le pauvre, il s'en mord les doigts tous les jours, parce que non seulement il est devenu un criminel lui-même, alors qu'il était un honnête homme, qu'il a perdu son enfant, et qu'en plus, il sait que ça empêche la justice d'aller jusqu'au bout. Mais je pense qu'il aurait été vraiment jugé, Bernard Laroche, parce que la justice dit aujourd'hui, et ça c'est dans le non-lieu à Christine Villemain de février 93, qu'il existe des charges très sérieuses contre Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory Villemain. Donc ça, c'est gravé dans le marbre. Il y a beaucoup de témoignages, et pas seulement celui rétracté de Muriel Boll, qui ont vu la voiture verte de Bernard Laroche sur les hauteurs de l'Éponge à l'heure de l'enlèvement, avec une jeune femme rousse à ses côtés. Enfin bon, voilà, il y a quand même beaucoup de choses. La voiture est vue aussi par une autre personne sur le parking du collège de Muriel. Voilà. Donc il l'a enlevé. Ce qui est vrai, c'est qu'à ce moment-là, les soupçons étaient en train de partir vers Christine, quoi. À ce moment-là, historiquement, et il y aurait peut-être eu un non-lieu. Mais là, vous êtes avocat, il y a un autre truc que je comprends pas. Vite fait, bien fait. Allez-y. Et il y a j'ai rien contre les Villemain, j'ai rien contre personne. Je suis pas juge, je suis pas avocat. C'est les trucs qui me allez-y. Il y a une personne qui tue, c'est un meurtre prémédité, qui va tuer une autre personne. Il reçoit 5 ans de prison, dont un avec sursis. 4 ans de prison. Un autre, il aurait fait 30 ans. Alors, il y a le contexte de l'affaire générale qui joue, mais je pense que... je sais pas, on lui a pardonné. Non, c'est pas un pardon. Jean-Marie Villemain, il a été jugé... Allez-y. Jean-Marie Villemain a été jugé pour la mort de Bernard Laroche par la cour d'assises de Dijon. C'est un procès qui a été très long, très approfondi. Et toute l'humanité de la justice, et je vous rappelle, c'est en cour d'assises avec un jury populaire, c'est de peser le pour et le contre, le bien et le mal, d'individualiser la responsabilité, par conséquent la peine. Et dans une telle tragédie, eh bien, la cour d'assises de Dijon a jugé Jean-Marie Villemain coupable, mais l'a condamné à une peine modérée. Il a purgé sa dette, il a été libéré, et je pense qu'il est quitte désormais. Bien, ça c'est la première chose. En ce qui concerne Bernard Laroche, évidemment, sa mort a considérablement grevé l'enquête. C'est une erreur considérable. Ce qui est fait est fait. La question que vous posez, c'est est-ce qu'il aurait été bénéficiaire d'un non-lieu? À cet égard, il avait été inculpé, comme on disait à l'époque, notamment sur la base d'expertises qui pouvaient l'incriminer. Et ces expertises, dont on ne peut plus parler du contenu, elles ont été annulées par la justice pour des erreurs de procédure du juge d'instruction, M. Lambert. L'avocat de Bernard Laroche, il a fait son travail d'avocat, il a défendu son client et il a eu gain de cause à cet égard. Je voudrais simplement qu'on se rende bien compte d'une chose, c'est que pour une erreur de procédure du juge d'instruction, selon la loi de l'époque et qui est toujours la même aujourd'hui, on annule des expertises qui pouvaient être déterminantes pour la résolution de l'énigme criminelle. Je pose simplement la question de savoir si ce n'est pas disproportionné. Mais c'est ainsi. Du coup, nous sommes dans le flou. Alors, l'instruction, ensuite, elle s'est développée en s'orientant, vous le disiez à l'instant, sur l'hypothèse, mais aberrante, monstrueuse, d'une culpabilité de Christine. Et vous le disiez tout à l'heure, Christine a été inculpée elle aussi, incarcérée, alors qu'elle était à l'hôpital, avant de bénéficier en 1993 d'un non-lieu par la Cour d'appel de Dijon, parfaitement documenté, qui ne peut laisser mais absolument aucune place au doute. C'est la certitude même de sa totale innocence. La question, c'est comment se fait-il que la justice, incarnée par le juge Lambert à l'époque, se soit focalisée sur cette hypothèse monstrueuse du meurtre de Grégory par sa propre mère. Et là, nous avons un malaise très profond. Souvenez-vous que la gendarmerie était saisie de l'enquête, que le juge Lambert l'a dessaisie au profit de la police judiciaire de Nancy, dirigée par le commissaire Corazzi, dont on a pu voir le niveau et intellectuel et moral dans l'excellente série de Netflix. Vous vous en souvenez tous. Et il est dit dans cette série, et cela est documenté par ailleurs, qu'il y a eu objectivement
une intervention de M. Corazzi auprès du juge Lambert avec un rôle agissant de l'avocat de Laroche, mon confrère Welzer, pour lequel, par ailleurs, j'ai de l'estime. C'est un bon avocat. Mais un jour, il faudra bien qu'il s'en explique, tous ces gens-là, avec M. Bézina aussi, qui n'est plus là pour en parler lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont discuté de tout cela pour, d'une part, faire virer la gendarmerie qui avait fait son travail très correctement, avec toutes les difficultés du monde, et faire changer l'optique du juge de Laroche sur Christine. Oui. Là, je m'excuse, mais tout n'a pas été dit, tous les comptes n'ont pas été rendus. Il faudra que la justice soit faite. Voilà. Il y a quand même, on voit qu'il y a une collusion quand même entre ces trois-là. 5 jours après l'inculpation de Bernard Laroche, donc Gérard Welzer, l'avocat de Bernard Laroche, qui fait son boulot, de vouloir le sortir de là et de prison et tout, ok, mais il invite son ami Jean-Michel Bézina, donc le grand reporter de RTL et de 10 correspondances du Point et du JDD, de plein de journaux dans la région, qui avec sa femme fait la pluie et le beau temps quand même, donne le là en fait, le ton dans les médias. Et avec lui, Bézina ramène Corazzi, qui l'avoue dans un livre, qui nous l'avoue en interview pour notre série Netflix. Et en fait, lui, il dit, moi, Coco, enfin, il s'appelle quoi, il se dit... Dans le bouquin, il s'auto-appelle Coco. Moi, Corazzi, je suis là parce que je me dis qu'un jour ou l'autre, les gendarmes, ils vont être dessaisis. Et comme je connais bien Bézina, mon pote journaliste, je viens me renseigner. Gérard Welzer, lui, qui nous apporte le dossier d'instruction, d'ailleurs, il le dit dans la série, lui, il est là, normal, pour défendre son client. Et Bézina, lui, il est là pour prendre des infos, etc. Mais Bézina, quand même... Dès le lendemain de la mort de Grégory, il se pointe à la gendarmerie d'Épinal et il dit au capitaine Sesma, « Capitaine, croyez-en ma vieille expérience, c'est la mer. C'est la mer. Je vais vous parler d'une bouteille de champagne, c'est la mer. » Donc, voilà, Bézina, Welzer, Corazzi, 5 jours après l'inculpation de Laroche, et là, ils font une entente. Et Corazzi le raconte. Il dit, pour des motifs différents, on va tirer dans la même direction. Il s'arrête là. Mais moi, j'ajoute dans mon bouquin, oui, leur direction, c'est Christine Villemain. Parce que comme ça, voilà, on va trouver une autre coupable, et puis comme ça va dégager Bernard Delat. Et comme Bézina est persuadé depuis le début que c'est la mère, on ne sait comment, il a eu cette intuition-là délirante, ça s'enchaîne comme ça, et c'est terrible. Vite fait, bien fait. Je pense que ça fait vendre aussi beaucoup de journaux d'avoir accusé que M. Bézina s'en est pris à Christine Villemain, comme ça a fait quand même monter pas mal de, on va dire... oui, Laurence Lacour l'avait démontré dans son, oui, dans son livre, en recensant tout ça. C'était ciblé de ce côté-là. Mais c'était pas le problème de Corazzi de vendre des journaux, quoi. Donc chacun avait son propre agenda. Parce que lui, c'est quand même dingue ce qu'il nous raconte pour la série de Netflix. On n'en revenait pas nous-mêmes qu'il ose devant la caméra dire ça, quoi. Mais en gros, il dit, quand je vais les interroger pour la première fois, Christine et Jean-Marie Villemain, lui, pas de problème, le mec, voilà, on voit qu'il est honnête, ça va. Mais elle, alors ok, d'accord, elle est habillée en noir, mais sexy, bien coiffée. Ce n'est pas ce qu'on attend d'une mère qui a perdu son enfant. Ce n'est pas. Et en fait, elle est sexy. Non, mais le mec, de quoi naît le soupçon, en dehors du fait que Bézina lui a bourré le mou depuis le début? Mais il y a quand même un truc de sexisme, incroyable. Et comme à tous nos témoins, certains de nos témoins, on leur montrait l'image dans le cimetière pendant l'enterrement de Grégory du cri de Christine qui s'effondre, qui s'évanouit quand le petit cercueil il tombe et qui l'appelle. Et quand on a entendu ce cri-là, comment imaginer que Christine Villemain puisse avoir tué cet enfant-là? C'est pas possible. Mais lui, Corazzi, quand on lui montre les images, il dit, oui, enfin j'en ai vu d'autres, des coupables qui faisaient le cirque dans le cimetière, quoi. Enfin voilà,
tout est comme ça. Donc l'affaire, elle part très très mal. Là. Or, Corazie a été particulièrement attaqué après sur Internet pour sa prestation sexiste. Oui. On va en venir à Internet. On a avec nous Catherine, qui fait partie d'un groupe de discussion sur l'affaire Grégory sur Internet. Comme il y en a pas mal, donc elle est très férue de l'affaire, tellement férue que j'ai pas compris la question. Elle va vous la poser. Vous allez voir si vous avez plus de chance que moi. Elle parle de quelqu'un que je ne connais pas, mais qui a un lien avec l'affaire. Allez-y, posez la question. Et c'est doublé d'une autre question derrière, c'est de savoir si vous êtes intéressé par les groupes de discussion qu'il peut y avoir sur Internet. Et est-ce que de ces groupes de discussion, après tout, plus on est de fous, plus on rit et plus on est de cerveau à se pencher sur quelque chose, peut-être, on peut y arriver. Est-ce que ces brainstorming sur Internet peuvent vous aider? Donc, allons-y pour la question. Mon voisin, ce sera peut-être pas... Ça sera vite fait, mal fait. Est-ce que vous pouvez mettre le micro enfin, le micro. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro, vous êtes intéressé à l'affaire avant l'affaire aussi. Moi, je me rappelle particulièrement quand La Roche a été mise en cause à l'époque. Enfin, j'avais 11 ans. Oui. Je me rappelle pas de ce moment-là. C'est des idées que j'ai revues depuis. Jean-Marie Liman ne comprenait pas comment il avait autant de renseignements sur son travail. D'accord ? Et il n'a jamais vraiment compris pourquoi il avait... Le Corbeau avait autant de... en 81, il a si je ne m'abuse, je fais peut-être des erreurs hein, parce que je ne suis pas officiellement dans ce dossier, mais je crois que tout ça a commencé en 81 et en février 81, le prédécesseur au poste de contremaître de Jean-Marie s'est suicidé, si je ne m'abuse, il a repris son poste derrière. Et d'une part, je me demande si ça ne peut pas provoquer des haines très fortes où des gens auraient rejoint quelqu'un comme Bernard Laroche pour punir ces gens-là d'avoir profité en guillemets de la situation, même si je ne pense pas que c'est profiter de la situation. Et puis, de par ça, je me pose la question si vraiment on a pris les ADN de tous les beaux-frères de Muriel Boll. Oui. Dans le sens où Denis Hulling était quand même le beau-frère de ce monsieur Didier, si je ne m'abuse. Donc voilà la question. Vous avez un monsieur Didier, bonne chance. Un monsieur Didier qui était contremaître, qui est décédé, qui avait un beau-frère Jean Hulling. Est-ce que le dénommé Jean Hulling a été comparé? Est-ce que Jean Hulling fait un suspect possible, probable? C'est pas Denis Hulling? Si. Attention, il ne faut pas confondre. Ouais, oui. Non, mais je vais me servir de votre question à laquelle je n'ai pas une super réponse pour élargir le sujet. Oui, c'est-à-dire que donc vous êtes membre d'un des groupes Facebook à la pointe. Voilà. Ah, c'est pas Facebook, mais c'est l'équivalent. Ah, c'est pas Facebook, non. D'accord. Ah, c'est YouTube. C'est YouTube. Non, c'est Discord. C'est Discord, mais j'y suis pas. Voilà. D'accord. Bref, en tout cas, je connais ces groupes-là. J'ai été approché au moins par 2 d'entre eux, et à titre individuel par pas mal de personnes issues de ces groupes depuis la sortie de mon livre qui date de 2018. Et c'est vrai que souvent j'en connaissais moins, malgré les années que j'ai passées sur le dossier, j'en connaissais moins que ceux qui m'ont posé des questions, sollicité exactement comme vous. J'ai cherché quand même la trace dans mes données de ce monsieur-là. J'ai pas trouvé grand-chose, donc je me dis que la piste n'a pas dû être prise avec beaucoup de sérieux, en tout cas qu'elle n'a pas dû convaincre beaucoup les enquêteurs. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, pour les passionnés de l'affaire, et qui encore une fois sont des interlocuteurs très intéressants parce qu'ils ont une connaissance précise et en général rigoureuse du dossier, mais parmi les passionnés de l'affaire, il y en a qui, faute d'avoir la clé de l'énigme, faute de savoir la vérité, vont aller chercher des suspects et élargir en fait la palette des suspects, comme à ce pauvre monsieur Hulling, et au point que finalement on élargit tellement la focale, mais à mon avis, ma conviction, c'est qu'on l'élargit trop. C'est-à-dire que pour moi, les coupables, parce que j'ai pas de théorie privilégiée, j'en ai 2 éventuellement, mais pas vraiment privilégiée. C'est la prochaine question. Ça se compte sur les doigts d'une seule main. On va chercher ailleurs, on va
on va chercher midi à 14h en fait, quoi. Mais finalement, et c'est aussi ce qui rend cette affaire si incroyable, c'est que les coupables, ils sont là. On ne peut pas dire qui ils sont avec certitude, mais ils sont là. On est sur un cercle très restreint, une zone géographique restreinte, un cercle familial assez restreint. Ils sont là, ils sont sous les yeux, ils sont dans le dossier. Ils ne vont pas sortir de nulle part, c'est pas un nom caché à la côte 242, ils sont là. Quelles sont vos 2 thèses, Thibault? Alors, moi, mes 2 thèses, mais alors très humblement, parce que, alors d'abord, la première chose à dire, vous l'avez dit, mais on va le redire, la seule certitude validée par la justice, c'est que Christine Villemain est innocente. Tout a été mis en pièces dans les accusations par ce fameux non-lieu de 1993. Et je l'ai encore lu dans le train, parce que j'avais besoin de réviser un petit peu avant de vous rencontrer. Et en plus, il est sur Internet à disposition de tout le monde. Hein, donc, très bien. Voilà. Ensuite, la première théorie, c'est Bernard Laroche seul. C'est celle, effectivement, avant le rebondissement de 2017, ou en tout cas avant que le juge Simon ne reprenne l'enquête, c'était la théorie. C'est-à-dire Bernard Laroche a tout fait tout seul. Ce qui avait son intérêt comme théorie, parce qu'effectivement, pour commettre un crime aussi dingue, on se dit, oui, c'est un type tout seul qui a mûri son projet dans son coin, et si personne n'est tombé depuis, c'est parce que justement, il y avait une seule personne détentrice du secret. C'est une théorie intéressante. Maintenant, effectivement, quand vous refaites le film, c'est à coucher dehors, parce que pour qu'il ait le temps de tout faire, parce que s'il est tout seul, ça veut dire qu'il y a vraiment eu le coup de téléphone à Michel Villemain, de sa part, et donc il faut qu'il ait le temps de kidnapper l'enfant, de poster la lettre, de passer le coup de téléphone, de se garer à 17h30 près du Barba, et avant 17h30, pardon, ouais. Et de 17h20, voilà. Après, il achète du vin. C'est quand même compliqué. Et finir chez Champion. C'est compliqué pour une seule personne. Voilà. 35, 40, exactement, sur des horaires très serrés pour valider, pour faire semblant de valider son alibi ensuite, etc. Sachant que Bernard Laroche... Mais c'est jouable, c'est serré, mais c'est jouable. C'est jouable, mais ça reste à coucher dehors. Et sachant que... Mais tout est à coucher dehors, hein, c'est pas une façon de trancher sur les théories. Pour respirer en le faisant, voilà, et puis c'est pas un tueur en série, donc normalement c'est pas une maîtrise criminelle absolue derrière Bernard Laroche. Donc ça c'est la première thèse, et par ailleurs j'ajoute qu'effectivement une témoin s'est manifestée après son interpellation pour dire qu'elle l'avait vu rôder entre l'école primaire de Grégory et le HLM dans lequel vivait la nourrice de Grégory. Mais c'est une seule personne. C'est un seul témoignage. À ma connaissance. Donc un seul témoignage, c'est toujours fragile. Ah oui, Ce qui valide, si ce témoignage est crédible, ce qui valide effectivement l'hypothèse d'un repérage qui, pour le coup, voilà. La deuxième thèse, c'est effectivement une sorte de machination familiale. Et dans ce cas-là, ça facilite les choses pour la crédibilité de la théorie. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a peut-être pas eu de coup de fil, puisque Michel Villemain était peut-être dans la combine. Et rappelons effectivement que son ADN n'a pas été exclu du timbre de la lettre de revendication. Un couple, ou en tout cas une autre personne pour réceptionner l'enfant. Mais après, la question qui se pose, c'est est-ce que l'enfant a été séquestré quelque part et où? Ou alors, est-ce qu'il a été tué immédiatement, jeté à l'eau immédiatement? Et si c'est quelque chose à plusieurs, ça veut dire que toutes ces personnes-là se sont tenues entre elles, et malgré leur fragilité psychologique évidente, et je pense à Michel Villemain, elles n'ont jamais craqué. Vous voyez bien que je pense que la vérité est quelque part entre ces deux théories, puisque je ne pense pas qu'il y a un tueur venu de nulle part qui a débarqué ce jour-là. Et malgré tout, je vous le dis, je trouve que tout ça est à coucher dehors. Et là, ça nous permet de revenir à pourquoi cette affaire est si incroyable. C'est parce que, quel que soit le bout par lequel on la prend, il y a toujours un trou, quelque chose qui colle pas, qui fait qu'on n'arrive pas à y croire. Sur Huling, juste une chose, je suis d'accord avec vous qu'en cherchant la vérité, des fois, on s'étale un peu trop. Ouais. Mais j'ai un métier aussi où on parle de vision tunnel dans mon métier. Ouais. C'est quoi votre métier? Le gendarme. Ambulancier. C'est pratiquement pareil. Où on parle de vision tunnel. Et je pense qu'il y a aussi le truc où on est... Enfin, j'ai toujours l'impression qu'avec cette histoire, il manque une brique quelque part pour pouvoir finir le puzzle. Et je me dis, elle est bien quelque part quand même.
Oui. Et c'est pour ça que je farfouille. Ouais. Oui, mais regardez la vision tunnel, on pouvait imaginer ça avant l'instruction du président Simon. Mais depuis 2017, ça s'est quand même élargi. Oui, alors beaucoup. C'était ça ma question, c'était est-ce que justement toute la famille Ball avec les beaux-frères, etc., avait été analysée, l'ADN a été pris, comparé. On revient à la première question. Pour les Ball, c'est sûr. Pour les Ball, c'est sûr. Tous les Luciens, les frères, les frangins, les beaux-frères aussi. Oui. Ils ont été, ouais, dans la famille Ball, oui. Mais par contre, Denis Hulling, franchement, je ne sais pas. Et je suis d'accord avec Thibault. Franchement, dans cette affaire, il faut revenir aux fondamentaux. On s'est égaré trop longtemps. Et là, je pense que les fondamentaux, il y a toutes les bases. Et moi, je ne sais pas, à 60%, je pense que, au vu des éléments, hein, de tout le dossier, que Laroche, il peut aller jusqu'au bout seul. C'est très serré comme truc, mais quand on est déterminé, qu'on a la haine qu'il a, qui est montée depuis plusieurs années... Surtout qu'il n'a pas de chronométrage. C'est on envisageable. sait après coup qu'il fait ça en... mais ça va vite. Et que par ailleurs, à côté de la poste de Docelles, de l'Épanche sur Vologne, pardon, où... peut-être au moment où la lettre est glissée, donc avant 17h15, donc au moment de l'enlèvement de Grégory, finalement ça se fait en suivant, on pose la lettre de revendication dans la boîte, il y a une cabine à côté quand même. Il y a une cabine téléphonique. Voilà, donc si on veut joindre les Jacob ou je ne sais qui... Il y a la Vologne qui est pas loin. Il y a la Vologne aussi qui est pas loin. Ouais. Oui, mais alors oui, peut-être qu'il va pas direct là à la Vologne. Je sais pas pourquoi il va à Docelles. Je voulais savoir juste et aussi le témoignage de la tante Louisette. Je trouve qu'on n'a pas fait très attention à ça et pourtant elle démontre l'alibi de Laroche et l'alibi également de Muriel, puisqu'elle dit que Muriel lui a confié qu'effectivement elle était dans la voiture avec Bernard Laroche. Et c'est un témoignage, je trouve, super important, parce que c'est tante Louisette qu'elle était un peu, on va dire, fragile, un peu simplette, on va dire. Oui, c'est ça. Je trouve qu'on n'y a pas particulière. Le juge Simon, qui a repris l'enquête en 87, je crois, il a fait attention. Et justement, il a essayé dans son instruction, ça se voit à travers les auditions qu'il mène, de démontrer que cette tante n'était pas simple d'esprit, en tout cas qu'elle n'était pas folle, et qu'on ne pouvait pas balayer de la main son témoignage. Et c'est vrai que c'est ce que d'autres lui opposaient. Son témoignage n'est pas fiable, elle parle d'un truc, puis tout d'un coup elle se met à rire, enfin elle est folle. Et lui disait, elle est peut-être un peu simple dans sa tête, et il faut savoir le contexte familial derrière. Mais il ne faut pas jeter à la poubelle son témoignage. Parce qu'on dit qu'elle avait une très bonne mémoire, et ça pour ça, on ne pouvait pas nier qu'elle avait une mémoire extraordinaire. Guillaume, peut-être une... Alors, de par ma vie professionnelle, j'ai été amené à vivre à Bruyères il y a une vingtaine d'années. Et j'ai rencontré des... Alors, je ne suis pas enquêteur, etc. Je suis vraiment quelqu'un qui est intéressé par l'affaire, mais j'ai rencontré des gens qui ont côtoyé les gens pendant l'affaire, notamment le bijoutier qui avait fait le médaillon pour Christine, qui était devenu un ami, mais c'était pas du voyeurisme. J'ai posé des questions et en fait, j'avais très peu de réponses. Parce que j'avais l'impression que 20 ans encore après, et encore 40 ans aujourd'hui, je pense qu'on était dans un vase clos et les gens ne parlent pas. L'omerta, quoi. Ouais. Et, alors, du coup, ma question c'est, est-ce que, je ne parle pas forcément pour les Vosges, mais est-ce que le fait que justement les gens étaient taiseux a fait que justement l'affaire n'a pas été élucidée et que ça a pu compliquer vraiment les choses? Ben, ça compte énormément. Effectivement, il y a une chape de plomb qui s'est abattue là-bas et les gens ne parlaient pas. Donc les gendarmes, ils avaient beaucoup de mal. Et quand on pense que même la mère de Jean-Marie, même Monique Villemain, elle a gardé des secrets, elle est morte en emportant ses secrets. Elle a protégé Michel, elle a protégé Bernard Laroche contre son autre fils qui venait de perdre son petit-fils à elle. Donc c'est hyper important. Et là, je me demande, moi j'y crois plus trop aux langues qui vont se délier, parce que, ok, il y a des enfants qui ont pu entendre des choses dans leur famille, oui, mais ce serait mieux quand même que ce soit... Des gens savent. Moi, je croisais, par exemple, tous les jours pour aller au travail, je croisais Lucien Boll. Oui. Je le croisais, il était assis sur une chaise, et au gré du soleil, il reculait, avançait sa chaise, voilà. Il sait.
ou en tout cas, il doit savoir des choses. Lucien Boll, il sait d'autant plus qu'il a contresigné le PV de sa fille Muriel, qui croyait les gendarmes, et qu'il était persuadé que les gendarmes lui avaient dit, mais voilà, c'est Bernard Laroche. Donc, voilà, Lucien... il sait bien que c'est Bernard Laroche, en tout cas, qui en fait une partie de ce crime. Il y a au moins une personne qui sait, c'est Muriel Boll. Elle sait si elle était avec Bernard Laroche ou pas, donc elle sait laquelle des deux théories. Elle sait quelque chose, en tout cas. Elle sait quelque chose, ouais. Mais pourquoi elle ne dit rien encore 40 ans après? Au début, on a dit parce qu'elle était jeune, elle avait peur de ses parents. Même maintenant, elle a un âge où elle a peur de rien, finalement. Il n'y a personne qui va la menacer de quoi que ce soit. Je me souviens de plusieurs reportages que l'on voit peut-être dans le Netflix, des gendarmes, tout au début de l'enquête, qui disent leur stupéfaction de se heurter à ce mur de silence que vous évoquiez. Une véritable omerta de la Vologne. Et plusieurs fois, dans des prises de parole publiques, je disais, comme vous le disiez, qu'avec le temps quand même, et puis les générations, certains pourraient s'ouvrir, parler. Avec la mort des parents de Jean-Marie, on a pu se dire, bon, peut-être que la parole va s'ouvrir. Et je disais qu'il n'y a vraiment pas de gloire, ni d'honneur, ni de morale à conserver dans les familles le secret sur le meurtre d'un gosse de 4 ans. Et j'en profite pour le redire. C'est un devoir citoyen de dire ce que l'on sait. Ça me semble être vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, si les gens peuvent avoir peur de la justice, qu'ils n'aient pas peur. Si les gens ont peur de la justice, il y a des journalistes auxquels ils peuvent s'adresser. Il y a des voisins, des gens comme vous. Mais moi, je pense que l'humanité commande que les langues se délient et que les plus jeunes, notamment, s'expriment. Voilà, ça les libérera parce que je pense que individuellement et collectivement, vivre une vie entière avec un tel poison, c'est vraiment mortel. Et les parents, ils y croient encore au fait que les langues puissent se délier? Quelqu'un parle, ils y croient? Moi, personnellement, j'ai longtemps attendu une nouvelle de cette nature-là. Mais je ne suis pas le seul. Parce que le juge d'instruction... Ils sont issus de ce milieu taiseux. Ouais, mais moi, je vais vous dire que le juge d'instruction, il y croit encore parce qu'il continue d'interroger régulièrement les uns et les autres à la recherche d'une aspérité, d'un détail qui pourrait, etc. Jean-Marie et Christine, c'est notre secret de nos entretiens et je ne vous dirai pas qu'ils y attendent, mais je pense qu'ils l'espèrent. D'accord. Voilà. Sur le secret et l'omerta. Oui, alors sur Muriel Boll, effectivement, il faut rappeler aussi que Jean-Marie et Christine Villemain ont fait savoir par la voix de leurs avocats, et notamment François Saint-Pierre, qu'ils ne tenaient pas, ils ne voulaient pas que Muriel Boll soit à nouveau mise en examen. Parce qu'effectivement, de toute façon, quelle que soit la théorie qu'on retient, si on retient la théorie qu'effectivement elle était dans la voiture de Bernard Laroche, c'était contre son gré. Ouais, elle ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et même quand ça s'est passé... Elle était mineure. Et même quand ça s'est passé, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle n'a rien vu, quoi. Donc, ça pourrait inciter Muriel Boll à parler, mais le problème, et ça répond partiellement à votre question, c'est que quand on a été prisonnier d'un mensonge toute une vie, qui tient aussi à des contraintes sociales, familiales. Le regard de sa famille, le lien avec sa famille, avec son cercle duquel on est dépendant de son cercle familial. Eh bien, c'est difficile de s'en défaire, même 40 ans et peut-être 50 ans après. Donc, c'est-à-dire que même si elle ne risque plus rien judiciairement, elle a un autre boulet au pied, finalement, c'est celui de la pression familiale, je pense. Ouais. En tout cas, je me permets de le redire, Jean-Marie et Christine Villemain et leurs avocats ne demandent absolument pas que Muriel Boll soit remise en examen et pire encore incarcérée comme elle l'a été un temps. Et franchement, on l'a déploré. Voilà. Donc si elle peut l'entendre, qu'elle nous écoute. Pour en revenir au timing de l'enlèvement de Grégory, est-ce qu'on sait combien de temps il est resté dans l'eau? Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Est-ce qu'on sait combien de temps Grégory est resté dans l'eau? Il y a une personne qui déclare qu'à 17h30,
Elle a vu un sac poubelle. Ouais. Personne. Bleu. Elle s'est rendue compte peut-être après que c'était peut-être un oracle. Ouais. Voilà. Mais je ne crois pas qu'on ait pu dater scientifiquement le créneau de la mort. C'est ce qu'elle dit. Oui, mais c'est un témoignage, et voit un sac poubelle. Je sais, je le veux. Mais scientifiquement, ça n'a pas pu être daté. Ça fait partie des graves défauts de l'enquête initiale. L'autopsie, tout ce qui est médecine légale n'est pas de bonne qualité, c'est tout ce qu'on peut dire. Comme l'eau qui a été retrouvée dans son estomac n'a pas été analysée, donc on ne sait pas avec certitude si elle vient de la veine, même si c'est vraisemblable. Durant cette affaire, il y a eu beaucoup d'erreurs, de fait. Et encore, je trouve, ce qui m'a choqué, c'est qu'en 2017, par exemple, il y a eu un vice de procédure lors de l'arrestation de Muriel et de Jacob. Lors de leur mise en examen. Ouais. Je ne comprends pas qu'en 2017, alors qu'on sait que c'est un sujet sensible, c'est une affaire très sensible, comment c'est possible, moi je ne sais pas, je ne suis pas de la partie, comment c'est possible de faire encore un vice de forme? Alors c'est Maître Saint-Pierre qui vous l'expliquer parce que c'est un des meilleurs procéduriers de France. Réponse assez simple. Comme l'affaire a été poursuivie après que la cour d'appel de Dijon ait été désignée, c'est la cour d'appel et plus exactement la chambre de l'instruction qui fait office de juge d'instruction. Donc on a une procédure spéciale. Bon. Et la question qui se pose, la chambre de l'instruction, c'est 3 juges, le président, 2 assesseurs. Et la question qui se posait, c'est celle-ci, pour mettre en examen quelqu'un, est-ce que c'est le président de la chambre d'instruction qui peut le faire, ou est-ce que c'est les 3 juges collégialement en tant que chambre de l'instruction? Et à la décharge de la présidente de l'époque, ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire l'interprétation de la loi par la Cour de cassation, par les tribunaux, c'était pas si clair que ça. Et moi qui suis ça, et c'est mon boulot de mécanicien de la procédure, si vous voulez, c'était pas si clair que ça. Donc la juge, la présidente, elle a considéré qu'elle pouvait procéder elle-même à cette mise en examen. Les avocats des Jacob et de Muriel Boll, ils ont fait leur boulot d'avocats, ils ont contesté cela, et ils ont eu gain de cause, et les mises en examen ont été annulées. Donc, pour vice de forme, comme vous dites, c'est-à-dire que ça ne voulait, contrairement à ce qu'ont dit certains avocats, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient innocentés et qu'il y avait 0 preuve contre eux. C'est pas ça du tout. Simplement, il y a une erreur d'aiguillage. Là-dessus, donc il y a eu quelques péripéties procédurales, mais pour faire court, eh bien, l'instruction, elle a suivi son cours. Et ils n'ont pas été, à ce jour, remis en examen. Je ne suis pas devin, je ne suis pas dans les secrets du président de la chambre de l'instruction ni de ses assesseurs. On verra ce que donnera la procédure en fonction de la réunion de tous les indices, de tous les éléments de preuve. Rendez-vous une autre fois pour en reparler. Excusez-moi, en gros, ça veut dire que 2017, en gros, ça a été un grand bluff envers les Jacob, une nouvelle fois vers les... Je ne dirais pas un grand bluff. Je dirais que la présidente de la chambre de l'instruction a vraiment pensé qu'elle avait les éléments utiles, nécessaires, pour les mettre en examen tous les 3. Après, à chacun sa méthode. Soyez sûr d'une chose, c'est que nous, pour Jean-Marie et Christine Villemin, et eux-mêmes Jean-Marie et Christine, on ne se substitue pas au procureur. À chacun son rôle. Nous, on est les victimes et les avocats des victimes. Bien, mais c'est au procureur de mener l'accusation et c'est au juge d'instruction d'instruire l'affaire, d'accord? Donc on n'a jamais été en demande de l'incarcération des Jacob et a fortiori de Muriel Boll. Jamais. De la même façon qu'on n'est pas en demande à ce qu'il soit remis en examen. À chacun son rôle. Nous voulons la vérité. Voilà. Dans un dossier de cette importance, pourquoi le magistrat, Madame Barbier, ne prend-elle pas attache avec la chancellerie pour valider les mises en examen? Cher Éric, depuis longtemps, le ministère de la Justice a interdiction de s'occuper des affaires individuelles. Donc c'est juste impossible. Sur un point technique, procédural. Oh là là, et sur une affaire particulière? Non. Donc, non. Et puis, alors, excusez-moi, mais c'est pas le ministère qui va nous dire... Si la chancellerie avait dit vous pouvez le faire tout seul... Et puis, il y avait une erreur... Ça n'empêchait pas qu'il y ait un recours et puis une erreur. Non, sincèrement, on est dans un état de droit. Le gouvernement qui s'occupe des affaires du gouvernement, la justice, elle est indépendante. Donc, on ne va pas demander au ministre de la Justice, surtout que, bon, passons, sans commentaire, ce qu'il faut juger dans telle ou telle affaire ou comment procéder. Non. Comment procéder? Comment procéder? procéder? Chambre de l'instruction. On va pas demander... Est-ce que la présidente peut mettre en examen toute seule quelqu'un? Ou est-ce qu'il faut que ça soit collégial? Que ce soit les 3 Qui a donné la réponse? C'est la
Cour de cassation, parce que c'est elle qui juge la régularité des procédures. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on estime que quand c'est 3, c'est une garantie, parce que 3 cerveaux voilà. fonctionnent mieux qu'un. C'est pas juste un petit détail. Quoi. Bon, je ne connais pas bien les rouages, on va dire, mais quand elle a décidé de faire cette action-là, il n'y a pas quelqu'un ou des gens autour d'elle qui lui ont dit « Attention, il ne faut pas faire d'erreur, attention ». Je vais vous répondre. Il y aurait peut-être pu avoir des personnes... Non, mais personne savait que c'était une erreur. Nous, comme avocats de partie civile, on n'était pas informés. On l'est après. D'accord ? Et moi, quand je vois ça, je me dis, elle interprète le code de procédure pénale d'une façon qui est à peu près conforme. Il y avait eu d'autres situations antérieurement dans d'autres affaires, hein, sans enjeu majeur, où ça s'est passé comme ça. D'accord ? Donc elle était dans une pratique judiciaire, dans une habitude, où les choses pouvaient se faire comme ça. Il se trouve que les avocats, qui sont de bons avocats, hein, ceux des Jacob, et de Muriel Boll aussi, hein, ont posé la question, et c'est leur boulot. Bon. Et donc, les choses se sont ensuite déroulées de cette façon-là. Après, ça ne s'est pas déroulé comme avant, comme d'habitude, puisqu'elle disait que, vous venez de dire qu'elle a pu, que dans d'autres dossiers, ça a passé. Pour ce qui vient d'être dit, c'est parce que la Cour de cassation a jugé que c'était une meilleure garantie que ces décisions soient prises collégialement par les 3 magistrats. Vous savez, c'est comme lorsque les avocats de Muriel Boll ont décidé de contester la garde à vue dont elle avait fait l'objet en 1984. Au final, ça n'a rien changé. Hein. Bon. Mais tout d'un coup, on a compris qu'à l'époque, on pouvait placer des mineurs en garde à vue comme des délinquants chevronnés. Eh ben non, il faut des garanties particulières. Voilà. Donc, à chaque affaire, si vous voulez, chaque affaire est l'occasion de poser des questions de principe et de faire avancer la justice comme elle doit être dans une belle démocratie. Je profite de l'occasion pour dire que l'état de droit, c'est fondamental. N'écoutez pas le ministre de l'Intérieur qui est juste à côté du sujet, incompétent. Et à la décharge de la présidente de la Chambre de l'instruction, elle avait aussi le précédent du juge Simon qui, lui, avait instruit très en bien solo. sûr. Alors, il n'avait pas, c'est vrai... Il a mis en examen personne, il a inculpé personne. Donc, il ne s'était pas retrouvé dans cette situation dans laquelle elle s'était retrouvée. Mais il y avait un exercice des pouvoirs d'enquête qui était très solitaire du juge Simon. Donc, elle s'est placée dans ces souliers-là, ce qui explique qu'elle ait fait une erreur, alors qui pourrait paraître énorme, parce qu'on dit « Ah, il fallait être 3 ». Mais ce n'était pas le cas, parce que les textes n'étaient pas clairs et on était dans une situation qui n'est pas commune. En plus, avec l'affaire Grégory, on est sur des années de procédure, quoi, ce qui fait que les textes se chevauchent, on ne sait plus très bien où on en est. Donc, c'est quelque chose de complexe. En un mot comme ami, elle n'est pas plus bête que vous et moi, quoi. Donc elle est vraiment excusable hein, sur ce coup-ci, mais au final, on a perdu du temps et ça a été une occasion ratée, ça c'est sûr. Hein. Oui, mais il y a eu tellement de failles par expérience au sein de cette affaire qu'on aurait pu redoubler, retripler de prudence. Blinder la procédure. Je ne pourrais pas vous contredire, ça c'est sûr. De l'extérieur, ce qui est inexplicable, c'est qu'on ne blinde pas à chaque fois toutes les décisions de procédure. Ouais, mais il y en a à chaque fois. Les questions de tout à l'heure sur les avancées, est-ce qu'il n'y a pas aussi une prudence qui fait que... Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le président de la Chambre de l'instruction, c'est M. Dominique Brault, juge d'instruction de très grande expérience et qui connaît très très bien le sujet, qui s'est considérablement investi. Hein, vraiment, il porte l'affaire et il est très prudent. Voilà. On s'est convaincu. Il y a des étudiants... Vous voulez poser des questions? Vas-y. Le temps a passé vite. Hein. 30. Alors, juste une question. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité d'entamer une procédure ou au moins d'auditionner le commissaire Corazzi, Michel Bézina et l'avocat de la... Alors, Bézina, tout de suite, il est mort en France. Ah oui, pardon. Il est mort. Bon, bah, lui, c'est réglé. Oui, lui, c'est réglé. Est-ce qu'il serait possible de les... Donc, Velzer et Corazzi, ça rejoint la question de Patricia, enfin la réponse de Patricia Tourangeau, et puis la déclamation, il faudra rendre des comptes, quoi. Donc, est-ce qu'ils devront un jour rendre des comptes sur la manière dont s'est déroulée l'instruction? C'est une question très, très judicieuse. Tout à l'heure, j'ai dit presque avec colère hein, le reproche que je lançais à M. Corazzi.
hein, et c'est ma liberté d'expression de le dire, et c'est mon devoir de défendre mes clients avec zèle, hein, comme dit la Cour européenne des droits de l'homme. Je le dis à l'intention de M. Corazzi, hein, si jamais il avait la mauvaise idée de vouloir nous contester ce droit à nous exprimer librement. Bien sûr qu'il devrait rendre des comptes. Alors, dans quel cadre? Mais il se trouve que l'affaire, elle est en cours, dans les mains de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon et du juge, du président, M. Brault. C'est un homme, ce sont des magistrats méthodiques qui font les choses dans leur temps. Alors, ils ne nous disent pas leur projet, c'est comme ça. Secret de l'instruction en plus. Ce que j'espère, ce que j'ai souhaité, c'est que M. Corazzi soit interrogé sérieusement, dans les règles du droit, bien sûr, sur ce qui s'est passé. Parce que, je le disais tout à l'heure, il y a une sorte de complot pour squeezer la gendarmerie, orienter l'affaire sur Christine. Et je pense que M. Corazzi a joué un rôle, qu'il s'en explique. Et d'ailleurs, ce serait très bien pour lui. Ce serait l'occasion pour lui de s'en expliquer et peut-être de s'en dédouaner ou pas. Tout dépend le fond des choses. Moi, ce que je pense, c'est que c'était un commissaire de police, un grand professionnel, et quand on est un haut fonctionnaire, on assume ses actes. C'est le mensonge qui tue. Voilà. Vous avez déposé une demande officielle pour le faire entendre auprès de la... Le secret de l'instruction fait que pour l'heure, je ne vous répondrai pas comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites à son encontre? Bon, il est à la retraite, le privé de l'honorariat, ça ne changera pas la face du monde. Nous, entendons-nous bien, nous ne sommes pas dans une logique de vengeance, mais de vérité. Et nous souhaitons que les choses soient dites. Qu'ils le disent. Et la même demande a été faite pour votre confrère, Maître Welzer? Secret de l'instruction. D'accord. Alors, pour être précis, Corazzi était venu s'expliquer devant la chambre, devant la cour d'assises. Je crois qu'il avait été interrogé, comme Lambert, comme Sesma. Donc, il a eu au moins une fois l'occasion d'être passé sur le grill par les avocats des uns et des autres. Mais donc sur la 93, et sur un procès qui était celui. Et sur la défensive. La question n'est plus celle-ci. En fait, pour libérer sa parole, je dirais qu'ils ne craignent pas de poursuite. Ça n'est pas ce que nous souhaitons. Qu'ils nous disent humainement, franchement, honnêtement, le dessous des cartes. Justement, parce que c'est une zone qui reste quand même très floue, et avec le manque de... Enfin, il y a beaucoup de pistes qu'on n'arrive pas à creuser, et ça reste une zone floue pour tout le monde, et qui est tellement évidente, j'ai envie de dire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'a pas creusé plus loin, et qu'on n'est pas allé secouer plus fort Corazzi ou même le journaliste d'RTL. Il est mort. Enfin, pardon. Lui, vraiment, faut abandonner l'idée. Il faut vraiment abandonner l'idée. Je ne peux que vous redire, nous le souhaitons vraiment, plus encore que vous le souhaitez. Il va falloir conclure, a priori. Alors, je ne sais pas, peut-être... il y avait une question, en fait, que tous avaient plus ou moins posée, tous les lecteurs, mais qu'ils n'ont finalement pas posée, quoi. C'est de savoir si vous pensez, chacun l'un après l'autre, si on saura un jour vraiment... Enfin, vous avez à peu près expliqué ce que vous pensez de l'affaire, mais est-ce qu'il y aura une vérité judiciaire qui va émerger de façon incontestable, une culpabilité qui va émerger de façon incontestable? Alors écoutez, est-ce qu'on va résoudre un jour l'affaire Grégory? Déjà, il y a une certitude démontrée, absolue, et nous en sommes tous convaincus, je l'espère, c'est la parfaite innocence de Christine Vim. Ensuite, je me méfie bien, moi, comme avocat, de me faire une conviction trop à l'avance, parce que j'ai vécu différents procès qui nous ont montré que ces convictions, elles pouvaient être des erreurs, elles pouvaient s'effondrer, se retourner à l'audience. Donc moi, je crois ce que je vois, du moins en matière judiciaire. Mais du coup, nous suivons pas à pas l'enquête. Nous souhaitons l'audition de M. Corazzi. Nous souhaitons la résolution des traces d'ADN, bien entendu. S'il est possible que des personnes soient mises en examen, qu'elles le soient. Mais alors, ce sera dans la perspective de leur mise en accusation pour la tenue d'un procès devant la cour d'assises de Dijon. Et à ce moment-là, nous vivrons pleinement ce procès, mais comme quelque chose de vivant. C'est-à-dire un procès, on ne l'aborde pas avec une position préconçue et verrouillée. On vient pour que le débat il soit contradictoire, démocratique, et après, au juge de juger, voyez-vous. Et à chacun sa fonction. Et nous serons les avocats de Jean-Marie et Christine pour dire quel a été le calvaire qu'ils ont vécu, la souffrance
qui est encore la leur aujourd'hui et la nécessité que la société, judiciairement, donne une réponse et dise une vérité judiciaire. Et c'est vraiment, j'espère, ce qui va se produire. Patricia ? Je crois oui, moi j'espère de tout cœur qu'il y ait une réponse. On a une partie de la réponse avec le fait que Bernard Laroche a quand même bien enlevé cet enfant. Voilà. L'autre partie, on ne sait pas s'il l'a tué ou si ce sont d'autres personnes. J'espère, j'ose espérer que la Vologne n'a pas tout lavé, que toutes les pièces à conviction n'aient pas été polluées et qu'on ait la vérité de ce côté-là. Mais je vous avoue que je l'espère de tout cœur pour Christine et Jean-Marie Villemain, mais j'en suis pas convaincue à 100%. Qu'on aura ces preuves matérielles. Pour Jean-Marie Villemain, une dernière question. Le 3 octobre sort une bande dessinée. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Saint-Pierre, je ne sais pas si vous... Parce que... oui, Patricia. Non, vas-y. Parce qu'en fait, dans la préface de cette bande dessinée, c'est préfacé par Jean-Marie Villemain, en fait, il raconte qu'il y a eu plein de propositions qui sont arrivées, notamment à Thierry Moser, un de ses avocats, pour faire une BD. Mais il y a quelques années déjà. Et il s'est dit, en fait, avec les 40 ans de la mort de Grégory, à tous les coups, il va y avoir une bande dessinée. Il avait peur des dessins, il avait peur de comment pouvait être rendue leur affaire. Et du coup, il a décidé, il écrit dans la préface, d'agir plutôt que de subir. Voilà. Et donc, c'est lui qui a démarché la maison d'édition des Arènes, avec laquelle chez qui ils ont fait leur livre le 16 octobre avec Christine Villemain. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais il n'est pas le co-scénariste non plus. Il est l'auteur de la préface, il a été le consultant, et il raconte, il y a une partie de cette BD qui est autour du procès, de son procès à lui. Et alors, je crois, pour l'avoir vu, moi qui ne suis pas un fan de bande dessinée, si vous voulez, que c'est un très beau livre. Ouais, moi, je l'ai lu hier soir, c'est poignant. Et ça retrace bien à la fois les faits et à la fois l'émotion de ces deux jeunes parents qui perdent leur petit, quoi. C'est bien fait. C'était pour anticiper. Ouais. Bien sûr. Là, faut vraiment même bien vite fait. Bien fait. Livre, vous marquez qu'il y a un Villemain qui s'est pendu en 42. Oui, le père d'Albert. C'est le père d'Albert Villemain. Oui, mais vous dites par avant que sa femme, elle a tué son fils de 4 ans, en 1932. Elle a fait 3 ans de prison. Ouais. Je le mets pas dans le livre, ça. Non. Parce qu'il y avait... C'est le petit Étienne. Comment? Le petit Étienne, il s'appelait... ça devait être le frère du... Il a été fracassé par sa mère. Il avait 4 ans. Ah oui, voilà. Thibaut, une conclusion? Une conclusion. Optimiste. Optimiste. Ouais, la résolution de l'affaire, possible ou pas possible? Alors, la science avance mais lentement, la justice avance mais lentement, et pendant ce temps-là, personne n'est éternel. Donc ça, c'est pas très optimiste. Néanmoins, si j'en reviens au non-lieu qui a lavé Christine Villemain de tout soupçon en 1993, si vous le relisez... Absence totale de charge. Voilà, ça reste... Il ne se contente pas de dire que Christine Villemain est innocente, il dresse aussi l'état des lieux à ce moment-là de l'enquête. Je pense qu'on peut avoir un jour, quelle que soit l'issue judiciaire, un document, à travers un non-lieu, à travers autre chose, je ne sais pas, un document qui va faire la synthèse de tous les petits cailloux ramassés par les enquêteurs sur le chemin de la vérité, qui permettent à chacun, peut-être pas d'avoir une certitude, mais d'avoir une idée quand même de ce qui s'est passé. Vous savez qu'il y a des expertises qui ont été faites, la stylométrie, avec des nouvelles techniques pour identifier. Alors ces expertises-là, par le passé, ont fait beaucoup de dégâts, donc il faut toujours rester prudent, mais petit caillou après petit caillou après petit caillou, ça peut permettre d'aboutir effectivement à un document judiciaire qui reste dans l'histoire pour les générations suivantes. Exactement. Et permettre d'avoir une idée assez proche de la vérité dans l'affaire. Donc une vérité impressionniste, par petites touches. Peut-être. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci aux lecteurs, aux étudiants. On peut se lever? On peut se lever. Ouah.